La suite de la correction avec la question 5, on nous dit qu'on suppose que toute l'énergie libérée par la combustion va être transmise à l'eau. Ce qui... Bon, c'est un peu exagéré de supposer ça parce qu'en fait, quand on allume la bougie et qu'on chauffe la canette, forcément, on ne chauffe pas que la canette et on ne chauffe pas que l'eau à l'intérieur de la canette. Il y a une partie de l'énergie, en réalité, qui va être utilisée pour chauffer l'aluminium de la canette et pour chauffer l'air autour de la bougie. Donc, c'est une grosse simplification qu'on fait ici qui aura sans doute un impact sur notre résultat. Mais bon, faisons comme si toute l'énergie de la combustion de la bougie servait uniquement à chauffer l'eau. Et comme s'il n'y avait pas de perte d'énergie. Donc, on nous demande quelle est la valeur à ce moment-là de l'énergie libérée par la combustion. L'énergie libérée par la combustion, à ce moment-là, ça devrait être égal à l'énergie thermique qui a été reçue par l'eau. C'est-à-dire, c'est égal à Q qu'on avait calculé en question 3, c'est-à-dire donc 23 400 joules environ. Mais là, encore une fois, j'insiste sur le fait que ici, on a vraiment simplifié à l'extrême pour avoir des calculs assez simples, mais en réalité, dans l'expérience, une partie de l'énergie de la bougie va servir non seulement à chauffer l'eau, mais aussi à chauffer malheureusement l'air autour et l'aluminium de la canette. Question 6. Déterminer la masse de paraffine consommée. Alors pour la masse de paraffine consommée, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les données, on avait pesé la masse de la bougie au départ, 13 grammes, et on a pesé à la fin la masse de la bougie après la combustion, et elle était plus que de 10 grammes. Donc pour calculer la masse de paraffine qui a été consommée, on va prendre la masse de la bougie de départ moins la masse de la bougie à la fin, qu'on appelle m'B. Donc 13 moins 10, ça nous fait 3 grammes. Alors, à noter que ce résultat n'est pas très précis parce qu'on a utilisé une balance qui pesait malheureusement au gramme près seulement, une balance de cuisine. Les balances qu'on a en classe sont bien plus précises. On a des balances à 0 à 1 gramme près, voire parfois on peut utiliser des balances à 0,01 gramme près, ce qui aurait été beaucoup plus précis. Ensuite, à partir de ça, on va devoir en déduire le pouvoir calorifique de la paraffine. Alors, le pouvoir calorifique de la paraffine, on nous dit entre parenthèses que c'est l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de paraffine. Nous, on connaît l'énergie libérée par la combustion de 3 grammes de paraffine. Pour 3 grammes de paraffine, l'énergie libérée, c'était 23 400 joules. On avait noté Q, l'énergie libérée. Et nous, on voudrait savoir pour 1 kg de paraffine, quelle est l'énergie libérée. Cette énergie libérée pour 1 kg par 1 kg de paraffine, c'est ça qu'on va appeler le pouvoir calorifique. Et nous, celui qu'on va mesurer, c'est le pouvoir calorifique expérimental. Donc, pouvoir calorifique expérimental, on va se faire un petit produit en croix. Alors attention, là je ne suis pas dans la même unité, je suis en kilogrammes alors que là je suis en grammes. Il faudrait bien se mettre dans la même unité. Par exemple ici on va mettre 1000 grammes. Donc on va faire 1000 fois 23 400 divisé par 3. Et on trouve donc un pouvoir calorifique
d'environ 7,8 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Un pouvoir calorifique, c'est en joules par kilogramme, puisque c'est l'énergie libérée par 1 kg de paraffine lors de sa combustion. Donc voilà le pouvoir calorifique qu'on a trouvé expérimentalement. On va maintenant le comparer à la valeur théorique. Donc on nous dit que dans les ouvrages de référence, on trouve une valeur théorique, pardon, je tourne la page, une valeur théorique de 4,6 fois 10 puissance 7 joules par kilogramme, alors que nous, on vient de trouver 7,8 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Donc on a un écart assez important entre les deux résultats. Donc pour comparer ces deux résultats, on peut calculer l'écart relatif. Et pour calculer un écart relatif, on calcule l'écart entre la valeur théorique et la valeur expérimentale en valeur absolue. Parce qu'on s'en fiche du signe, on s'en fiche de savoir si notre valeur expérimentale est plus grande ou plus petite que la valeur théorique. Et ensuite, on divise pour comparer avec la valeur théorique. Donc ici, on va prendre 4,60 fois 10 puissance 7 et on va calculer l'écart avec 7,8 fois 10 puissance 6 en valeur absolue et on divise par la valeur théorique qui était de 4,6 fois 10 puissance 7. Alors si vous faites ce calcul, vous trouvez 0,83. Donc ça veut dire qu'on a une erreur de 83% qui est une erreur importante. On va essayer de réfléchir à quoi peut être dû cet écart important qu'on note entre la valeur expérimentale et la valeur théorique qu'on trouve dans les ouvrages de référence. Les sources d'erreur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a fait l'hypothèse que toute l'énergie libérée par la bougie allait être transmise à l'eau. Mais en fait, on a des pertes thermiques. C'est-à-dire qu'une partie de l'énergie va être transmise à l'air environnant. Et puis au calorimètre. Enfin, à la canette. À l'aluminium de la canette. D'ailleurs, ça aurait pu se calculer, j'aurais pu vous demander de calculer l'énergie reçue par la canette si je vous avais donné le pouvoir calorifique de l'aluminium de la canette. Donc c'est ça. Ensuite, on a aussi une grosse source d'erreur au niveau des mesures de masse. La balance était peu précise. Il faut savoir qu'une balance qui mesure au gramme près, quand on pèse une masse aussi petite que 3 grammes, c'est vraiment on aura un résultat vraiment très imprécis sur 3 grammes. Et imaginons que à la place de 3 grammes, en réalité, on ait eu une masse de 2 grammes, par exemple, parce que la balance était imprécise. Ça a très vite un très gros impact sur notre résultat. Si là, on avait divisé par 2 au lieu de diviser par 3, on aurait trouvé un résultat beaucoup plus important pour le pouvoir calorifique expérimental. Alors justement, notre résultat, il est trop faible par rapport à la valeur théorique, donc ça aurait permis d'avoir un résultat plus proche de la valeur théorique si on avait divisé par 2 seulement à la place de diviser par 3. Donc je pense qu'au niveau de la balance, il y a quelque chose à faire en choisissant une balance plus précise. Voilà, et puis également, on peut parler de la précision aussi du thermomètre, mais là, le thermomètre utilisé était relativement précis.
Pour limiter les pertes thermiques, je ne vous ai pas dit, mais on aurait pu aussi penser à mettre en place un dispositif, par exemple, à réaliser l'expérience dans une enceinte un petit peu plus fermée en mettant par exemple des parois en aluminium autour de la bougie pour éviter de trop chauffer l'air autour. Voilà pour cette activité, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.